Aujourd'hui, ce sera mon dernier. Pas par faiblesse, mais par épuisement. Et aussi sûrement par peur. Peur de ce dont je suis devenu capable. En train de crever, c'est des bandits. Mes collègues font ça une fois tous les 2 jours. 1,5 agriculteurs se suicident chaque jour en moyenne. L'année dernière, en France, il serait plus de 300 agriculteurs à s'être donné la mort. En 5 ans, ces chiffres ont doublé. J'ai perdu, il y a 10 ans de ça, un de mes meilleurs amis qui s'est suicidé, il faut le dire. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Mais avant, je vais vous raconter une histoire. La mienne, et puis celle de quelques collègues aussi. Je vais vous raconter comment un métier noble peut se transformer en votre pire cauchemar. Les 83 bêtes de cette exploitation du Doubs doivent être euthanasiées. Un crève-cœur pour la famille d'éleveurs et ses proches. Comment dans notre beau pays on est passé du paysan enraciné à un esclave endetté à un système pourri. Comment ils ont transformé l'un des plus beaux métiers du monde en un foutu cimetière. D'autant que ce métier, moi à l'origine, c'était mon rêve. Mon histoire commence dans cette cuisine, avec mon grand-père qui me raconte comment plus jeune, il dépierrait les champs avec son père, comment il levait les murets pour séparer les champs et comment il préservait les carrés de forêt. C'est de cet homme que j'ai récupéré des histoires, des chants, une manière de vivre, tout un tas de choses que les Parisiens redécouvrent quelques jours pendant mon salon d'agriculture, mais qui disparaissent, jour après jour. Après l'avoir écouté attentivement pendant des heures, quand j'allais à l'école et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je crois que c'était vraiment ma question préférée. Parce que la réponse allait d'elle-même. Je répondais toujours fièrement. Moi, plus tard, je ferai comme mon père et comme le sien avant lui. Je reprendrai la ferme et je serai paysan. En général, ça faisait sourire les gens. Je comprends mieux pourquoi maintenant. Avec le recul, je regrette pas, non, mais je répondrais peut-être avec un peu moins d'enthousiasme. Je suis né ici, à Plémé en Bretagne. Ouais, je sais, c'est vraiment un coin paumé. Mais pour moi, entre la douceur des hivers, entre le rouge profond des feuillages en automne, et puis les moissons toutes dorées l'été, Plémé, c'était mon petit coin de paradis. En y repensant, c'est d'autant difficile à croire qu'aujourd'hui, ce soit mon enfer. Dans les années 60, près d'un quart des Français étaient comme moi, fils de paysans. C'était vraiment une autre époque. Enfant, j'ai pas beaucoup vu mon père, en fait. Il passait tout son temps à bosser, comme ma mère d'ailleurs. Je me souviens d'une phrase qu'ils arrêtaient pas de me répéter. C'était une phrase en breton en plus. Labour zo an enor. En français, ça veut dire le travail fait l'honneur. J'ai toujours bien aimé cette phrase. C'est juste dommage que l'honneur, ça paye pas les factures. À l'époque, chez mes parents, on aurait vraiment dit le Moyen-Âge. On n'avait pas encore de machine à laver, on n'avait pas non plus de tracteur. Pour le linge, c'était le lavoir. Et pour les moissons, c'était la faux. Mais je me souviens, il y avait tous les hommes qui bossaient ensemble. C'était vraiment une galère, je me rappelle que mon père revenait trempé de sueur, mais au moins, ils étaient ensemble. Des vacances, on n'en a jamais vraiment pris. La plage, la foule, c'était pas vraiment notre truc. Mais pour moi, les vacances à l'époque, c'était tous les dimanches après-midi. Il y avait les voisins des fermes alentours qui venaient jouer aux cartes au coin du feu. Enfin ça, c'est ce qu'ils disaient, parce que vu dans quel état ils finissaient, les cartes en vrai, c'était plus une excuse pour vider le placard d'alcool de mon père. Après, nous, ça, avec les autres enfants, ça nous arrangeait bien. On pouvait passer des après-midi entières à courir les champs ou jouer aux jeux de société. Vu de l'extérieur, c'était un peu le Moyen-Âge, on n'avait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, de mon point de vue, on était ensemble. Donc on avait tout. Et puis un jour, ça a changé. J'avais pas 8 ans quand mon père s'est acheté notre premier tracteur. Je m'en souviens comme si c'était hier, le Super 5 de chez Renault. C'était une machine de fou. Increvable le truc. Je crois bien qu'on l'a gardé jusqu'au décès de mon père. En tout cas, c'est sûr, j'ai commencé à bosser avec. Mais c'est plutôt vers l'adolescence que j'ai compris que tout avait changé. Parce que le tracteur, il est pas venu tout seul. Avec lui, il y a toute l'usine qui s'est ramenée. En sillage, épandeur, la moissonneuse-batteuse pour ceux qui font des céréales. Faut bien se rendre compte que c'est pas que le décor qui avait changé. En l'espace de 3 ans, on faisait littéralement plus le même métier. On appelait ça le progrès, mais personne n'avait vu le prix. Tout ce qu'on voyait, c'était les bénéfices. Et il faut dire qu'il y en avait un paquet de bénéfices. Alors on travaillait pas moins, mais qu'est-ce qu'on était productif. Ok, par exemple, en 1955, sur 1 hectare, on récoltait environ quoi 22, 23, parfois 30 quintaux de blé. 30 ans plus tard, si moi je récolte pas le triple, c'est soit qu'il y a eu une maladie, soit que je fais mal mon boulot. Je pense qu'on se rend pas compte de la révolution que ça a été.
La mécanique, mêlée à ces nouvelles variétés sous perfusion d'engrais, c'était une nouvelle dimension pour nous. Et d'ailleurs, pour la France entière, parce que c'est à cette époque que ma Bretagne, cette région mystique et arriérée, c'est à cette époque qu'elle est devenue en quelques années un modèle pour toute la France et même pour toute l'Europe. Parce qu'il faut se rappeler de ce que c'était que la Bretagne. En 1950 par exemple, la production porcine française, on en avait environ 10%. En 1985, on en a 58%. Et moi dans tout ça, j'étais un héritier. Enfin, l'un des héritiers, parce que le véritable héros de la Bretagne, c'est lui. Lui, c'est mon modèle de jeunesse, Alexis Gourvenec. Ce gars, il a tout réussi. Breton pur jus, héritier d'une petite ferme, il est devenu le premier éleveur porcin de Bretagne avec 3800 truies et 65 salariés. Et ce qu'il y a de plus dingue avec ce type, c'est qu'il s'est fait connaître à seulement 25 ans après avoir été mis en prison en 61 parce qu'il défendait les paysans lors d'une manifestation. Foule qui écoute et qui menace, discours et désordre, c'est la Bretagne au mois de juin, responsable du mouvement qui saute de province en province et met en alerte les pouvoirs publics. Après ça, il a fait quoi? Il s'est battu pour la Bretagne, pour qu'elle soit à la pointe de la révolution de l'agriculture. Gourvenec, si c'était mon modèle, c'est parce qu'on lui doit vraiment beaucoup. Il a fait des réseaux électriques, il a fait des autoroutes, la Bretagne lui doit énormément. Mais en même temps, avec le recul, c'est aussi à cause de lui si on en est là aujourd'hui. Parce que c'est bien lui et ses amis qui ont créé ce foutu système qui nous tue. Alors oui, tout partait d'une bonne intention, les coopératives par exemple, ces intermédiaires entre nous et le marché censés nous protéger, mais qui aujourd'hui en vérité servent surtout à nous exploiter. Gourvenec, c'est vraiment l'incarnation de cette révolution. C'est aussi lui qui a présidé pendant un temps la caisse du Crédit Agricole Finistère. Crédit Agricole auprès de qui je suis endetté, mais qui a aussi permis à mon père et à moi d'obtenir nos machines. Gourvenec, c'est l'incarnation d'un modèle cohérent pour l'époque, mais tellement nocif aujourd'hui. Le modèle dont je vous parle depuis le début, c'est le productivisme. C'est ça, la véritable révolution de l'agriculture. Parce qu'on est passé de la phrase de mes parents, du « travail fait l'honneur », à la nouvelle phrase des coopératives et de Gourvenec, qui était « marche ou crève ». Et attention, j'enlève rien au progrès que ça a amené, parce que si aujourd'hui la Bretagne c'est devenu l'un des principaux espaces agricoles d'Europe, c'est évidemment grâce à lui et à son modèle. La Bretagne, pour 3 millions d'habitants, on nourrit 22 millions de personnes. Je sais pas si vous imaginez juste à quel point le paysan il fait le boulot. Ok, par exemple, le yaourt que vous avez mangé ce midi, les mentales râpées sur vos spaghettis d'hier ou encore les lardons de votre dernière carbonara. Moi je vais vous le dire, il est plus que probable que si vous regardez le paquet, ça a été produit en Bretagne. Donc là-dessus, évidemment qu'il y a eu des belles choses. Mais derrière, ce qu'il y a derrière ces miracles du progrès, c'est le chaos. Parce que derrière le modèle productiviste de Gourvenec, ce qui se cache en vérité, c'est des morts. Prenez 1970 par exemple, on était 522 000 paysans, 522 000 à vivre de notre travail. Et aujourd'hui, 50 000. 50 000, on a été divisé par 10 et ça empire chaque année. Et le pire, c'est qui nous l'avait dit, les fumiers. Gourvenec qui nous l'avait dit, lui et ses camarades de la FNSEA, le grand syndicat paysan. Dès 1969, ils avaient prédit que 2/3 des exploitations disparaîtraient. Les 2/3, tu parles. C'est 95% qui ont foutu le camp. Et pourquoi? Au nom de quel dieu on devait disparaître? La raison, vous la connaissez. Vous la connaissez parce que c'est toujours la même chose dans le commerce. La rentabilité. On n'était pas assez rentable. Voilà tout. Parce que nous autres, on n'est pas des fonctionnaires. On tape pas dans les impôts de monsieur tout le monde pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et puis on n'est pas des employés non plus. Si on n'est pas rentable, on crève. Et être rentable en agriculture, si tant est que ce soit encore possible, c'est un enfer en France. Plus nos productions augmentaient, moins elles valaient cher. Alors oui, c'est la loi du marché, je dis pas. Mais bordel, on se serait bien passé de certains concurrents. En 1970, 1 kg de porc valait 4,60 francs, soit environ aujourd'hui 70 centimes. Bon, en 2017, il en vaut 1,20 €. Donc sur le papier, pas de souci, on a augmenté, n'est-ce pas? Sauf que, c'est là où vient la douille, si on prend en compte l'inflation, 4,60 francs de 1970, ça vaut pas 70 centimes aujourd'hui, ça vaut 4,80 €. 4,80 €, c'est presque assez pour manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, je vends mon porc 4 fois moins cher que le vendait mon père. Et là, ce que je vous dis, c'est pas que sur la viande, c'est pareil pour tout le reste. Que vous vendiez du blé, du bœuf, des œufs, du lait, peu importe, tous les prix se sont écroulés. Excusez-moi, je suis en train de sauter des étapes. Revenons en 1985 quand j'ai repris la ferme. À l'époque, je vais vous dire, moi personnellement, j'étais très content que le nombre de fermes se réduise autour de moi. Attention, pas parce que je les appréciais pas, mais parce que je me disais simplement que ça en ferait plus pour moi. Quand j'y repense, quel con j'étais. Je croyais que plus je grossisserais, plus je serais libre. Alors qu'en réalité, je venais de signer pour une laisse autour de mon cou. Parce que ce que je voyais pas derrière ces agrandissements, c'était que j'allais y laisser ma santé. Et à ce moment, la plus grosse chaîne que j'ai mis autour de mon cou, c'était spray sur 20 ans pour un John Deere 2140 et un nouvel hangar flambant neuf pour mon nouvel élevage porcin intensif.
Oui, c'est à ce moment-là que j'ai cédé pour l'intensif. L'intensif, c'est des élevages où les animaux sont confinés, du coup on peut faire plus de chiffres. Faut dire qu'à l'époque, tout ce qui comptait pour les coopératives, c'était le chiffre. On m'a dit qu'il fallait être productif, alors j'ai fait du volume. Sur le coup, bon, j'étais jeune, mais je me voyais déjà marcher dans les pas du Gourvenec. Et ce qui a cloché, et je m'en suis rendu compte assez rapidement, c'est que j'étais pas très bon comptable. Faire des calculs d'apothicaire sur 30 ans pour être sûr de ma rentabilité, je crois que c'était pas pour moi. Et puis je vous avoue que quand bien même en agriculture, entre les maladies, les catastrophes climatiques, les délires de l'Union Européenne, sans déconner, il faut être devin pour comprendre comment évoluent les marchés. Quoi qu'il en soit, je le confesse, à l'époque, tout ça m'a rendu heureux. J'étais heureux d'obtenir ce matos, d'agrandir mes terres. Je pensais vraiment qu'à partir de ce jour, tout allait rouler pour moi. Alors qu'en vérité, je venais de signer un pacte avec le diable. Depuis quelques mois, je cauchemarde. Souvent le même. J'entends des fracas de métal, des hurlements de porc. Je suis pas la victime, parce qu'en vérité, je sais très bien d'où ça vient. Chaque matin, là, quand je tire la porte, quand j'entre dans le hangar, j'entends ces bruits monstrueux. Des sons qui sont pas autorisés par les lois de la nature. Et ces cris me suivent partout jusqu'à dans mon lit. Ouais, je sais, pas besoin de me le dire. Je sais très bien ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû tout simplement tout arrêter immédiatement. Arrêter cet élevage qui me rend dingue. J'aurais dû faire comme mes aïeux, laisser les bêtes tranquilles dehors. Pas céder à l'intensif, pas céder aux lois du marché, les enfermer sans qu'elles voient la lumière du jour. J'aurais dû les laisser tranquilles, en harmonie avec la nature. Sauf qu'à elle, j'ai beau entendre les cris de mes porcs dans mes cauchemars, c'est bien elle que je vois. Elle et toutes les malédictions qu'elle renferme. Parce que c'est quand je l'ouvre que commence un autre cauchemar. Un cauchemar éveillé cette fois-ci. Celui des taxes impayées, des mises en demeure. Celui qui me prend plus de 10 heures par semaine à remplir de la paperasse comme une foutue secrétaire. Et surtout celui qui menace de tout me prendre. Alors oui, pour m'éloigner de ce cauchemar, je nourris le premier. Je vais agrandir le hangar, je vais nourrir ces bêtes que je n'ose même plus regarder. Tout a commencé quand je me suis endetté. Quand j'ai consenti à ces nouveaux chefs de la campagne, de Paris sont venus me convaincre. Ils m'ont dit que la planète n'avait plus de place pour le bétail. Ils m'ont dit qu'un éleveur rentable n'a plus le temps de les mener au pré. Et moi, comme un idiot, je les ai crus. Non, c'est pas vrai, pire encore. J'étais d'accord avec eux, alors que dans mon fort intérieur, je le savais. Parce que si je faisais ce boulot, c'était exactement pour le contraire. Ce que j'aimais, moi, c'était le processus simple que m'avait enseigné mon père. Mes bêtes mangeaient une herbe engraissée dans le terreau de la Bretagne, chauffée au soleil de Plémet, battue par les vents bretons. C'était ça, être paysan. Une espèce de symbiose, une harmonie intégrale avec la nature, mon bétail et moi. Mais j'ai trahi cette harmonie. Ces bêtes, qui étaient mon prolongement, elles sont devenues un levier économique. Et les leviers, ça a pas besoin de lumière, ça a pas besoin d'avancer ou de reculer, ça a juste besoin de se tenir immobile pour gaspiller le moins d'énergie possible. Au début ça allait, je faisais abstraction. J'étais comme les autres en fait, j'accompagnais le processus productiviste qu'on m'avait vendu. Mais rapidement, j'ai vu ce que ça coûtait de traiter des bêtes comme des leviers. L'ammoniac du purin infectait leurs poumons. Alors j'ai écouté la coop qui m'ont fourni des antibiotiques. Puis il y a eu l'immobilité qui les rendait fous. Alors j'ai mis des sédatifs dans leur ration, à chaque problème, sa solution. Mais à chaque fois que j'ouvrais la porte, je pouvais pas m'empêcher de voir ces cochons mordre leurs barreaux pour les couper. Ces regards végétatifs, ces bruits assourdissants. Est-ce que moi, gamin, j'aurais songé un seul jour à devenir paysan devant un tel spectacle? Et qu'est-ce que mes ancêtres penseraient de moi? Eux qui tenaient une ferme et moi, en asile pour animaux? C'est au début des années 2000 que j'ai fait ma première dépression. On appelle ça burn-out aujourd'hui. Enfin ça c'est le médecin qui me l'a dit. Au début c'est les directeurs des syndicats qui m'ont pris à part. On m'a dit que j'avais aucune raison de m'en faire, parce qu'une bête qui n'avait jamais connu le grand air de sa vie, peut pas souffrir d'en être privée. Et que de toute façon, face au bœuf argentin ou au poulet de Pologne, il faut être compétitif. Ils avaient pas tort. Mais pourquoi je dois être compétitif avec ces saletés d'argentins? Est-ce qu'ils se tapent ces aberrantes réglementations? Ces contrôles de nitrate, de plans biosécurité, ces normes affreusement coûteuses à respecter? Parce que ouais, mon élevage me faisait faire des cauchemars, mais il faut quand même voir ce qu'on fait dans les autres pays. En France, quand on est un petit agriculteur et qu'on doit faire du 60 jours d'élevage pour ses poulets avant de les vendre, qu'on est réglementé par un nombre de poulets au mètre carré, qu'on doit les nourrir avec certains aliments, sans antibiotiques ou hormones, en gros qu'on respecte un tant soit peu la vie de la volaille, et qu'on nous met face à une concurrence ukrainienne, polonaise, brésilienne, qui n'a quasiment aucune réglementation, qui bourre leurs poulets d'hormones et d'antibio, le tout avec un nombre illimité par mètre carré, et qui au bout de 40 jours maximum les vendent. Comment il fait l'agriculteur français qui vend aux mêmes enseignes, aux mêmes grandes surfaces? Pas évidemment qu'il crève. On nous demande d'être exemplaires pendant qu'on importe ce que nous, on n'a pas le droit de produire. Et puis quand on s'intéresse un peu à qui est derrière les fermes ukrainiennes par exemple, on a des fonds de pension américains qui ont acheté des dizaines de milliers d'hectares, BlackRock entre autres. Comment je suis censé faire moi avec ma petite ferme quand mon pays me met en concurrence avec BlackRock?
L'administration française a multiplié les normes, elle a voulu rendre une certaine dignité aux bêtes. Les agriculteurs aujourd'hui on paye pour ça et on ne demande pas mieux. Moi le premier, après mon burn-out, j'étais fier d'améliorer les conditions de vie de mes cochons. Mais pourquoi ce même État ne taxe pas mieux les concurrents qui n'ont absolument pas les mêmes normes? C'est quoi le projet? Nous humilier avant de nous achever? Je travaille plus que mon père dans un métier moins épanouissant et je gagne quand même moins que lui. Enfin bon, j'ai quand même eu des bons moments, hein. Moi ce qui m'a fait surmonter ma première dépression, c'est Pierrick. Avec Pierrick, on n'a pas grandi ensemble, mais on est de la même génération. Il est venu s'installer à une 30aine de kilomètres de ma ferme et on est tout de suite devenus amis. On se voyait pas des masses, hein, un dimanche tous les 2 mois, mais par contre quand on se voyait, on se faisait un repas de seigneur, on s'explosait le bide. On parlait beaucoup, de femmes par exemple. Lui il en avait une, le vénard. Moi, j'en avais pas. Comment j'en aurais trouvé une d'ailleurs? Du matin au soir, je sens le cochon. Je passe 12 heures par jour, 7 jours sur 7, et je suis criblé de dettes. Même pour elle, vous savez quoi, même pour elle, j'en voudrais pas. Puis de toute façon, j'ai déjà quelqu'un, hein. Max, mon border collie. C'est bien grâce à lui que j'arrivais encore à avoir la beauté de pas être enfermé dans un bureau, me réveiller dans mon plein natal, de vivre au gré des saisons. Non, j'en ai eu un paquet de moments heureux. Peut-être pas assez en vue de mes efforts, certainement pas assez, mais j'en ai eu. Je me souviens pendant un repas avec Pierrick qu'on parlait d'un collègue qui a totalement pété un plomb face à 2 inspecteurs du travail. C'était depuis l'ouverture des aides de l'Union Européenne aux pays de l'Est en 2004. À ce moment-là, on était un peu tous sur les nerfs. Mais ce gars-là, Claude Duviot, il a littéralement massacré les 2 inspecteurs sur son exploitation en Dordogne. Ça avait fait du bruit à l'époque. Un simple contrôle de routine qui vire au drame. Le 2 septembre 2004, Sylvie Trémouille, 40 ans, et Daniel Buffière, 47 ans, sont assassinés dans le village de Saucignac. Moi je vous le dis, hein, ce que je me demande, c'est comment ça n'arrive pas plus souvent. Bref, on parlait de ça avec Pierrick. Pas de tuer des inspecteurs du travail, hein, mais de devenir, je sais pas comment le dire, un peu plus méchant avec l'État. Parce que sans déconner, combien de pneus on a cramé? Combien d'autoroutes on a bloquées? Combien d'électrolytes de merde on a balancé sur des préfectures? Et après quoi? Est-ce qu'on vit mieux qu'hier? Est-ce que ça a changé notre condamnation à mort par ce système? Oui, on a eu le droit à un peu de répit, un jour de plus, monsieur le bourreau. Mais on reste les mêmes, des condamnés. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça dont j'ai le plus peur. De juste pas réussir à me contrôler. Alors du coup, c'est moi que j'achève. Au travail. Pour l'instant. Avec Pierrick, quand on entendait parler des 35 heures, ça nous faisait tellement rire. Moi, je me lève à 5 heures pour faire le tour des salles et vérifier l'état des cochons. Je les nourris, les prépare, nettoie le hangar. Je vérifie la paille, le lisier, les traitements et tout le protocole sanitaire. À midi, j'ai à peine le temps de manger que je reprends avec les truies pour la reproduction et la maternité. S'il n'y a pas d'imprévu, à 17h30 environ, je suis devant mon bureau à faire 1 à 2 heures de paperasse pour gratter les quelques miettes que l'État et l'Union Européenne veulent bien me balancer. Sauf qu'en général, il y a des imprévus. Il y a toujours des imprévus. Surtout la nuit, les alarmes, une mise à bas, un cochon qui s'est blessé. Bref, je vous dis, si je fais moins de 12 heures par jour, c'est que c'est vraiment une petite journée. On comprend qu'à ce rythme-là, on devient un peu taré. Et me parlez pas d'arrêt maladie ou des 5 semaines de vacances. Pas beaucoup de gens savent ce que ça veut dire que s'occuper du vivant. Ça veut dire que c'est tous les jours. Tous les jours est disponible, tous les jours les nourrir, il n'y a pas de repos. Alors on me dit que c'est normal, il paraît que c'est normal quand on est patron de devoir faire beaucoup d'heures. Mais est-ce que tous les patrons dépendent d'autant d'organismes, d'autant de vampires qui me prennent tout le fruit de mon travail ? Banques, assurances, fournisseurs d'aliments, d'engrais, de pesticides, entre les coopératives, les organismes fonciers, les chambres d'agriculture, chacune de ces petites entités-là, elles sont directement liées au destin de ma ferme. Et si l'on veut un tant soit peu s'émanciper, ils nous fument. C'était en 2011, je me souviens avec Pierrick, on parlait d'un collègue, Michel qui s'appelait un agriculteur. Lui, il avait créé une structure alternative pour plus dépendre des coopératives. Il leur reprochait d'exploiter les paysans. Il n'avait pas tort. Son but, c'était de court-circuiter les filières traditionnelles. Alors avec des camarades, ils ont mis le nez dans l'agro-industriel. Sauf que leur initiative, elle s'est rapidement transformée en chemin de croix. D'abord un coup de téléphone. À l'autre bout du fil, c'était un cadre d'une institution agricole. Le gars leur a dit texto, on vous mettra à genoux, on vous cassera les reins. C'est ces mots. Dans la foulée, les démarches bancaires et administratives sont devenues impossibles, et ça s'arrête pas là. Ensuite, il y a eu des intimidations. Menaces de mort, menaces d'empoisonnement du bétail. Et vu que le Michel et ses copains, ils arrêtaient pas, des paroles, ils sont passés aux actes. Le Michel, là, il nous a raconté qu'on lui a mis des antibiotiques dans le lait. Faut pas croire, ça arrive plus souvent qu'on le pense à la campagne. T'as des types qui débarquent la nuit dans ta ferme, et ils vident des seringues dans les tanks de lait. Au final, toi tu veux vendre ton lait, sauf que les antibiotiques qui sont détectés par la laiterie, et c'est le producteur qui est sanctionné. Beaucoup l'ignorent, mais la campagne, ça a un délire un peu Far West. Si vous jouez au plus malin avec le système, il manquera pas de vous écraser. Maintenant, les coopératives, les syndicats, je vais pas tout leur mettre sur le dos. Je sais bien qu'ils ont d'autres entités avec lesquelles traiter, des entités bien plus grosses qu'eux. La grande distribution par exemple, là où nos produits seront vendus 4-5 fois plus cher que nous ce qu'on les vend. Pour eux, il y a un seul chiffre qui compte, c'est le cours mondial des produits.
Ils vont vous dire combien vaut 1 litre de lait sur le cours mondial, combien vaut 1 kilo de porc, combien vaut des céréales, parce qu'ils savent très bien que généralement, pour vendre plus, il faut afficher des prix plus bas. Alors oui, de temps en temps, ils sont parfois prêts à payer plus cher pour afficher le portrait de sympathiques petits producteurs du coin à l'entrée de leur supermarché. Mais au final, ça reste la même chose. Ils savent que la majorité de leurs clients regardent le prix avant de regarder la provenance. Si tant est d'ailleurs que la provenance les intéresse. Et malgré leur pseudo-combat pour les petits producteurs, vous trouverez toujours en rayon de la viande brésilienne ou des kiwis de Nouvelle-Zélande. Je comprends les clients, pour eux, du bœuf, c'est du bœuf. S'ils peuvent le payer 30% moins cher, pourquoi est-ce qu'ils s'en priveraient ? Puis c'est aussi une question d'habitude alimentaire, tout a changé. Avant, on mangeait de la viande 2-3 fois par semaine, alors que nous, on a été habitués à manger de la viande tous les jours. Ok, si par exemple demain, on prenait plus que de la viande française élevée en hyper extensif, donc de la viande longtemps élevée dans des très grands espaces en plein air, vous pensez que le smicard, il en mangerait souvent ? Bah bien sûr que non. Il y aurait plus que les riches qui mangeraient de la viande tous les jours. Vous voyez un peu le souci ? Sauf que quand on décrète qu'une tranche de viande devient un droit généralisé, c'est les porcs qui perdent leurs droits et les petits producteurs qui crèvent. Puis il y a eu ce jour. On devait se voir le dimanche en plus. Ce que vous voyez là, c'est la chaise de Pierrick. C'est sa femme qui l'a pris en photo. C'est ici qu'il s'asseyait pour faire le deuxième boulot des agriculteurs. Secrétaire. Alors là, vous voyez la table vide, mais normalement, elle était remplie de paperasse. Pierrick est resté assis là pendant des heures à tenter de comprendre et de remplir toutes les tonnes de saloperies qu'on lui envoyait. Lui, il était dans le lait. Quel foutu métier ça aussi. 14 à 15 heures par jour, il bossait. Faire la traite 2 à 3 fois par jour, 2 jours comme de nuit. C'est pas une vie. Il me le disait en plus. Puis il en a eu marre. En vérité, on sait tous ce qu'il a achevé, Pierrick. Bien sûr qu'il travaillait trop, bien sûr qu'il avait des dettes. Mais s'il n'y avait pas eu cette mesure de l'Union Européenne sur le lait, je crois que ça aurait pu changer les choses. Le 1er avril 2015, après plus de 30 ans de quotas sur le lait, l'Union Européenne permet sa production non régulée. Résultat, la production laitière européenne a explosé. Et les prix sont passés en 6 mois de 36 centimes le litre à 28 centimes. Alors pour des pays comme l'Irlande, les Pays-Bas ou le Danemark qui ont des gigantesques exploitations avec des milliers de vaches, y a pas de doute, c'était ce qu'il fallait faire. Mais pour des types comme Pierrick qui ont des petites exploitations, c'était du sabotage. Et ils l'ont condamné comme ça. Et il est pas le seul à y être passé. Il y en a un autre qui a fait beaucoup de bruit. Plus de bruit que Pierrick d'ailleurs. Faut dire qu'il était passé à la télé ce gars-là. Jean-Pierre Lequelvoux. Il avait été, vous savez, dans cette émission là pour faire rencontrer des femmes aux agriculteurs. Avec son frère, ils exploitaient une ferme de vaches laitières pas loin d'ici, dans le Morbihan. Et comme pour Pierrick et des centaines d'autres sans doute, la fin des quotas les ont fait crouler sous les dettes. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire cette sensation. Celle d'un rêve pour lequel on se bat, pour lequel on a donné sa vie, et qui devient, de jour en jour, notre prison. Et qu'importe la volonté, les efforts, le travail, la sueur qu'on y met, au mieux on survit et au pire, on creuse notre tombe. C'est ça, le cauchemar qu'ont vit les agriculteurs. Aujourd'hui, je pourrais jamais conseiller à un jeune de devenir agriculteur. Déjà, rien que pour se lancer, il faut s'endetter sur 30 ans. Entre un tracteur à 150 000 €, votre cheptel à minimum 100 000, vos bâtiments et vos terres à au moins 500 000 €, et à ce prix-là, de toute façon, vous serez pas assez gros pour survivre. On en est loin du paysan qui vit d'amour et d'eau fraîche. Aujourd'hui, on est la profession la plus endettée, 3 fois plus que le français moyen. Et les gens s'étonnent qu'on soit la population active la plus âgée. À la rigueur, il y a peut-être les prêtres qui nous font de la concurrence. Après le départ de Pierrick, je savais que ce serait différent, mais pas à ce point. Tout est devenu lourd, me lever aux aurores, nourrir mes bêtes, les soigner, me nourrir, gérer la paperasse, la banque, les factures. À quoi bon ? La reconnaissance, elle est où ? La reconnaissance de nourrir ce pays qui me méprise. Mon père nourrissait tout au plus 5, 10 personnes avec sa ferme. Et pour ça, on lui parlait, on le remerciait. Ma ferme, elle en nourrit au minimum une centaine. Et qu'est-ce que j'ai en retour ? Aucun égard, aucune considération, juste des dettes qui s'accumulent, juste du mépris, je le vois dans les yeux des citadins qui comprennent rien à ce que je vis. Je suis de la génération sacrifiée, seul face à l'indifférence d'une société qui m'a oublié. Alors oui, je me suis décidé. Enfin, il y a eu une crise qui m'a poussé à me décider. Fin juin 2017, le prix du kilo de porc est passé en à peine 3 mois de 1,49 à 1,14 le kilo. On m'a dit que c'était la Chine qui avait réduit ses achats de 50%. Moi, tout ce que je voyais, c'était la fin. Peut-être que c'est mieux ainsi, parce que depuis le départ de Pierrick, j'en avais des idées. Quand j'en avais encore la force, je leur aurais montré, moi, de quoi un paysan est capable. Ils auraient compris comment un Français se bat quand on lui a tout pris. Ah, ce sera pas moi. Mais un jour, ils l'entendront. Le râle bouillant de la France profonde. Parce qu'ils arriveront pas toujours à faire ce qu'ils m'ont fait. Ils arriveront pas toujours à nous abattre avant qu'on se lève, et croyez-moi, on disparaîtra pas sans un cri. J'aimerais en faire partie, mais j'en peux plus. Qu'importe ce que je buvais, quand chaque lever de soleil devient plus sombre et que les nuits restent blanches, quand la seule attention que vous recevez sont des mises en demeure, quand ce qui devait être une part de moi n'est plus qu'un levier économique, c'est que mon tour est venu de rejoindre ceux que ce pays a laissé tomber. Et peut-être qu'à travers mon histoire,
devant mon corps sans vie mais de fiers paysans français, j'éveillerai encore des consciences. Je n'ai pas su me battre jusqu'au bout, je n'ai pas su me faire entendre, mais peut-être qu'en me voyant, peut-être que je donnerai de la force à d'autres de se lever et de défendre les droits des sentinelles des campagnes françaises. Nous, les paysans. Alors que tous les 2 jours, un agriculteur français met fin à ses jours, nous devons les aider. C'est pourquoi dès aujourd'hui, nous avons lancé une initiative avec l'entreprise Kalos au profit de l'association Sésame de Pierre-Guillaume Mercadal. Pendant 1 mois, chaque achat effectué sur le site Kalos avec le code PAYSAN permettra de soutenir directement les agriculteurs en détresse tout en profitant d'une réduction de 10%. Kalos s'engage à renverser 100% des bénéfices réalisés avec ce code à l'association Sésame. Sésame, c'est l'association créée par Pierre-Guillaume Mercadal, un agriculteur français qui se bat depuis des années pour le redressement de l'agriculture française et pour les agriculteurs qui souffrent d'un système qui veut leur disparition. Avec ce geste, vous vous offrez non seulement une création qui honore la France et son héritage, mais surtout vous contribuez concrètement à la survie de l'agriculture française et de ses représentants. Il s'agit d'hommes, de femmes qui sont l'avant-garde de notre identité, les derniers représentants d'une culture héritée de siècles d'histoire régionale. Leur disparition serait un drame pour eux, mais aussi pour toute la France. Dans 1 mois, on communiquera sur nos réseaux pour la donation. Alors rendez-vous dès maintenant sur le site Kalos, le lien disponible en description. On parle de ceux qui nous nourrissent, on a besoin d'eux. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de nous. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, je compte sur vous pour les aider, et on se dit à très bientôt.